Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Apocritique Ciné. Aujourd'hui, je vous emmène au Vietnam avec un film de Stanley Kubrick sorti en 1987, Full Metal Jacket. Alors, bon ou mauvais film? Vous le saurez tout de suite après ceci. Full Metal Jacket est donc sorti en 1987. Produit par le grand Stanley Kubrick, le film est un véritable brûlot dénonçant la guerre du Vietnam et la guerre en général. Pour ce film, Kubrick s'est inspiré de deux livres, Le Merdier, The Short Timers de Gustav Hasford, et Sur les mémoires de guerre de Michael Herr, intitulé Dispatch. Alors, Full Metal Jacket, ça raconte quoi? Tout simplement l'histoire de l'engagé J.T. Davis, surnommé par son sergent instructeur Guignol, ou Joker en VO, incarné avec brio par Matthew Modine, qui rejoint le corps des Marines en 1967. Le film est divisé donc en deux actes, on va revenir dessus tout à l'heure, et narre dans sa première partie comment les jeunes recrues étaient formés à l'époque pour partir au Vietnam, et dans sa deuxième partie, l'intégration de Guignol au sein d'une unité combattante pendant l'offensive du Tet en 1968. Bref, vous l'aurez compris, un film de guerre, mais pas que. Parce que Full Metal Jacket est avant tout un film dramatique et philosophique. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc, avant de parler du film, on va revenir d'abord un peu sur les conditions de tournage du film. En effet, lorsque l'armée eut vent que Kubrick tournait un film sur la guerre du Vietnam, celle-ci exigea une copie du script. Jugée trop critique envers celle-ci, l'armée refusa catégoriquement, de donner le moindre matériel, la moindre aide à Kubrick, qui a donc dû se débrouiller avec les moyens du bord. Pour les véhicules, le réalisateur a donc dû passer par les voies détournées pour obtenir l'équipement dont il avait besoin. Donc il avait besoin de 4 chars M41. Un de ses admirateurs, qui était colonel dans l'armée belge, lui prêta. Les hélicoptères qu'on peut voir, les très peu d'hélicoptères qu'on peut voir, alors que c'est la guerre du Vietnam, le Vietnam, l'hélicoptère était vraiment le véhicule de prédilection là-bas. Il a dû louer donc des Sikorsky S-58 donc, en Angleterre. Il les a modifiés, il les a repeints aux couleurs des Marines, tandis que les armes légères, elles, furent carrément achetées à un collectionneur. Pour les uniformes, Kubrick ne s'est pas fait chier, il a fait le tour des surplus pour s'équiper. Il y a un petit anachronisme, c'est des uniformes anglais, pas des uniformes américains. Et ça, on ne le sait pas, on ne le voit pas. Avec le budget, donc largement grévé par les accessoires, Kubrick, qui prévoyait de tourner le film au Vietnam, a dû faire des concessions. Car malgré l'absence de vraies stars dans son casting, il faut savoir que Kubrick, c'est un perfectionnisme. Il refait les scènes tant qu'elles ne sont pas pour lui parfaites, et tout. Donc il a mis sur table 30 millions de dollars. Donc avec les accessoires et tout, il y avait 30 millions de dollars sur la table. Il faut savoir que c'est le deuxième plus gros budget auquel Kubrick a eu droit, derrière I Watch Shot, 65 millions. Après, il y avait un casting derrière, bon, c'était pas la même chose, quoi. La première partie du film, donc censée se situer donc dans le camp d'entraînement des Marines à Paris Island, donc fut tourné, pas en Amérique, pas à Paris Island, il faut pas rêver. Il a été filmé sur la base aérienne, dans une base aérienne au Royaume-Uni. Pour la seconde partie, censée donc être au Vietnam, pas le budget pour aller au Vietnam. Donc ça s'est tourné en Angleterre. Kubrick a loué un terrain en cours de démolition situé à Newham, dans la banlieue de Londres, à l'est de Londres exactement. Le terrain donc appartenait à l'époque à la compagnie de gaz, et il présentait quand même quelques ressemblances avec la ville de Hué à l'époque, en 1968. Donc pendant 2 mois, le directeur artistique, l'équipe de Kubrick, a donc aménagé la zone avec un coup de boules de démolition, d'explosion, vraiment pour que ça ressemble à une scène de guerre et vraiment à la ville de Hué pendant l'offensive du Tet. Donc une jungle artificielle en plastique fut fabriquée en Californie pour reprendre un peu la jungle vietnamienne. Et Kubrick, ça a assez vite, comme je viens de vous le dire, et pour lui c'était de la merde. Il a tout arrêté et il a dit bon, maintenant les mecs, on va faire venir 200 palmiers d'Espagne,
on va commander 100 000 arbres en plastique d'Hong Kong, et on va reprendre une forêt. Alors là, je veux dire que le Caprice donc, a vraiment flingué le budget. Hein. C'est pour ça que ça durait, donc ça coûtait 30 millions de dollars à Kubrick. Hein. Bref, vous l'aurez compris, hein, le maître, hein, le maestro, je l'appelle, voilà, Kubrick, a voulu que le spectateur se croie vraiment au Vietnam. Il a misé, comme d'habitude, hein, dans tous ses films, sur la mise en scène de la photographie. Mais revenons maintenant au film. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le film est divisé en 2 actes. Donc, le premier, donc, qui se déroule dans le camp d'entraînement de Paris Island. Le réalisateur montre comment les jeunes gens de l'époque, je vous rappelle que la moyenne d'âge des gens engagés au Vietnam, j'ai vérifié, était à l'époque de, tenez-vous bien, 19 ans. Oui, 19 ans. 19 ans, ils sortaient du lycée, on allait les chercher dès qu'ils avaient leur diplôme, on leur disait tiens, ça te dirait de combattre pour ton pays et tout, bah allez, hop, tu signes, tu vas passer 8 semaines d'entraînement à Paris Island et puis on va t'emmener au Vietnam. C'est comme ça que ça se passe à l'époque. Hein. C'est malheureux, mais c'était comme ça. Donc on les formatait et on les transformait peu à peu donc en des machines à tuer tout simplement, du moment qu'ils mettaient du vest, tout ce que l'on demandait de faire à l'époque. Et puis bah, comme tout le monde n'a pas les mêmes réactions face aux multiples pressions et humiliations qui font office de formation, bah, certains n'auront pas besoin de traîner leurs Rangers jusqu'au Vietnam pour mal finir. Vous verrez. Cet acte, donc, vraiment peut-être la meilleure partie du film, est ponctué d'insultes, des insultes débitées à vitesse grand V par l'excellent R. Lee Ermey. Il finira donc malheureusement très mal, sans vous spoiler. Bref, vous l'aurez compris, donc un entraînement psychologique de John Marines, qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs un autre film de Kubrick. Oui, voilà, vous l'aurez compris, pour ceux qui suivent un peu son œuvre, Orange Mécanique. Il y a vraiment pas mal de clins d'œil dedans. Dans son deuxième acte, donc, Guignol et son pote Rafterman officient en tant que journaliste, je dis bien journaliste, entre guillemets, vous savez pourquoi, pour le magazine de l'armée américaine Star on Strike. Leur mission, bah, c'est ça que je dis, journaliste, pondre des textes dégoulinants de propagande, mensongers, tout simplement pour booster un peu le moral des troupes, faire croire aux Américains que bah, tout se passe bien au Vietnam, que les Viettes, c'est les seuls cocos qu'il faut buter, que leurs balles ne font pas mal, qu'il n'y a pas de blessés, etc. Donc, face à ça, Guignol il s'oppose un petit peu à son chef. Et puis bah, après l'offensive du Tet, bah, son chef il dit bah, écoute mon petit Guignol, tu vas aller voir un peu ce que c'est que le merdier et puis aller au casse-pipe. Donc il est envoyé donc, dans une unité combattante où il rejoint un de ses frérots, les compas de chambrée, c'est comme ça qu'ils les appellent dans les Marines, hein, les frérots, donc l'engagé cowboy. Là, sous les bombardements, donc chacun montrera alors son vrai visage, et comme dans tout film de guerre, vous l'aurez compris, certains survivront, d'autres pas. Bref, vous l'aurez compris, pour Kubrick, l'essentiel est ailleurs. C'est pas montrer un film de guerre, d'accord, pas montrer que le film de guerre détruit tout, les biens matériels et les vies humaines, mais c'est avant tout montrer que la guerre également détruit les âmes et la santé mentale des hommes. La morale de ce film appartient finalement à Guignol. En effet, pour moi, de tous les personnages du film, il semblerait que c'est celui-là qui est le plus intelligent. Les autres, vraiment, on dirait des débiles. Et ça l'entraîne d'ailleurs à utiliser par instant parfois quelques instants des scrupules. Hein. Dans la première acte, il aura un gros scrupule avec l'engagé baleine. Et à la fin du film, à la fin du deuxième acte, vous verrez également qu'il a du scrupule à tuer des Vietnamiens. Mais ces quelques qualités ne l'empêchent pas de développer sa propre violence. C'est pour ça que je vous dis que on ne sort pas d'une guerre sans cicatrice. Hein. Il n'a de cesse de souhaiter se retrouver lui-même, malgré qu'il se dit pas tant guerrier que ça, quoique. Il a vraiment toujours hâte d'être au combat et d'aller dans ce que les soldats appellent le merdier. Ainsi, pour se préserver, bah, il se formait un petit peu une coquille, d'où la posture hein, qui tient dans le film, et puis bah, son surnom de Guignol. Hein. Il utilise en tout le film le cynisme, l'humour, cynisme qui le pousse donc à afficher sur son treillis un symbole Peace and Love, et sur son casque, une inscription Born to Kill, né pour tuer. Donc ça représente, selon lui,
la dualité de l'homme. Ça veut rien dire, mais bon, voilà. Et c'est tout naturellement qu'il clôture le film par cette citation, je cite, « Je vivais dans un monde merdique, mais au moins, j'étais en vie ». Une citation qui laisse songeur et clôture donc le film de Kubrick sur une note très philosophique. Alors, est-ce un bon film? Eh bien pour moi, oui. Oui, c'est un très très bon film. Full Metal Jacket est peut-être le film d'ailleurs qui sert le plus la misanthropie profonde de Kubrick. Tel un soldat d'élite et son fusil, Kubrick était passé maître absolu dans la manipulation de la caméra et la construction d'un film. Il n'y avait pas de leçon, il n'y avait pas de censeur de personne à Kubrick quand il tournait des films. Mais il a opéré en même temps une prise de distance vis-à-vis des humains. Et c'est là que le maître approche franchement le chef-d'œuvre avec ce film. On s'attache dans la première partie donc à l'engagé Baleine, véritable souffre-douleur du sergent Hartmann. Puis dans la deuxième partie, peu à peu on s'attache à Guignol, qui traverse ce merdier sans vraiment savoir ce qu'il fait ici. Niveau succès, le film ne fera hélas que 46 millions de dollars de bénéfices, ce qui, vous l'aurez compris, rembourse à peine le budget et a dégagé donc une faible marge au réalisateur. Côté box-office, le film ne termine que à la 23e place du box-office en 1987 aux États-Unis. En France, il totalise à peine 2,3 millions de spectateurs, ce qui se permet de se glisser tout juste au top 10 annuel. Derrière, un autre film très cinglant concernant la guerre du Vietnam, Platoon. Donc, on reviendra peut-être dessus si j'ai l'occasion de le revoir. 30 ans après, Full Metal Jacket reste pourtant un des films incontournables de l'œuvre de Kubrick. Un film qui résume l'intégrité de sa carrière, pour moi, puisqu'hélas, Full Metal Jacket fut l'avant-dernier film du maître, qui nous quitta en 1999, après la sortie d'Eye Wide Shut. Aujourd'hui, le film est classé, il faut savoir, 95e dans le classement des 100 meilleurs trailers du cinéma américain, établi par l'American Film Institute. Côté notes, le film obtient la note de 76 sur 100 sur Metacritic. Chez notre partenaire, Captain Watch, le site lui a mis la note de 7,8 sur 10. Et quant à moi, je vais lui mettre 8 sur 10. Pourquoi? Parce que bien que ce film soit excellent, il reste quand même mon Kubrick préféré, après Shining. Je pense quand même, pour moi, il perd quand même un petit peu en rythme dans le deuxième acte. C'est mon avis. Alors, je vous recommande, pour vous faire votre avis, de le voir, de vous en faire votre propre avis, comme je viens de vous dire. Vous pouvez facilement le trouver en VOD, également en DVD. D'ailleurs, il va ressortir apparemment en Blu-ray, ce que j'ai vu sur Facebook. Donc, j'en ai donc fini avec cette critique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, laissez des pouces bleus, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche de notification. N'oubliez pas également que la chaîne a son propre tweet. Je vous mets le lien en description. Je vous dis à bientôt et surtout, ayez l'esprit critique. À plus.